Accompagnement qui va aller avec ça, ça va être fantastique. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre chroniqueur musique que vous allez sûrement reconnaître, Jean-Paul Moreau. Il sera avec nous pour nous faire découvrir tout ce qu'il a pu mettre de côté pour cette chronique. On va aussi parler avec un représentant de Bibliothèque et Archives Canada. On va parler de leur travail, en fait, de tout ce qu'ils font en ce moment-là pour pouvoir garder des données concernant la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec l'auteur Pierre-Luc Bélanger, en fait, qui est un passionné de l'écriture pour jeunesse. Et puis, je pense que finalement, là, c'est juste parce que vous êtes enseignant, hein. Vous avez une histoire particulière avec les jeunes. Oui, bonjour. Justement, je pense que le fait que je suis enseignant puis que je travaille avec les adolescents, ça peut être une certaine source d'inspiration pour vraiment vouloir leur proposer des histoires qui pourraient les intéresser, qui pourraient piquer leur curiosité puis les pousser peut-être vers l'écriture ou tout simplement les encourager à lire davantage. Mais je pense aussi que c'est un créneau qui dans lequel il y a beaucoup de place. On voit beaucoup de livres pour les tout-petits, beaucoup de livres pour les adultes, puis pour les ados, surtout quand c'est des livres en français, puis pas des traductions, il y a une variété, mais peut-être pas aussi grande. Donc, c'est, je pense, un domaine ou un créneau qu'on peut justement vouloir agrandir davantage. Je pense que vos élèves doivent être vraiment très fiers de vous. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a eu à discuter, on a eu à discuter, je pense, 3 fois. Le premier ouvrage était plutôt avec les représentants de votre maison d'édition. Pour le deuxième ouvrage, j'ai eu la chance de parler avec vous. C'était l'Odyssée des neiges. Et moi, la leçon que j'ai retenue, c'était vraiment la résilience de ce jeune-là dans l'histoire qu'on avait dans l'Odyssée des neiges. Et je me demande pour cet ouvrage dont on parle aujourd'hui, intitulé Danny à la dérive, c'est quoi la leçon? Donc, justement, dans mon tout nouveau Danny à la dérive, il y a peut-être plus qu'une leçon, mais une des grandes là-dedans, c'est une question de se responsabiliser. Hein, Danny, c'est un jeune qui a beaucoup de soucis par rapport à sa vie personnelle. Il est tout entremêlé, il sait pas trop nécessairement sur quel pied danser. Il se sent pas bien dans sa peau. Donc, il y a une certaine quête du bien-être, une quête du bonheur qu'il trouve grâce à la voile. Toutefois, Danny va, à un moment donné, enfreindre un règlement très important. C'est une belle histoire, en tout cas, que on va reprendre là. Et puis, si vous avez besoin de vous procurer cet ouvrage-là, ça sera au www.édition David. Il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans cet ouvrage-là. Pierre-Luc a mentionné, je disais tantôt que Pierre-Luc, tu m'entends? Oui, très bien. Alors ça gèle à l'occasion, là, mais... Je parlais des différentes thématiques. Là, tu parlais de plusieurs leçons de... Mais je vais continuer à parler de l'Odyssée des neiges le temps que j'ai encore Pierre-Luc Bélanger. Pierre-Luc, tu m'entends? Oui, mais ça coupe à l'occasion, là. Ben, on va essayer de travailler tout doucement. On disait que la première leçon de l'Odyssée des neiges, c'était vraiment de se responsabiliser. Et puis, tu étais en train de développer là-dessus. C'est ça. Donc, dans Danny à la dérive, Danny va partir à l'aventure sur un voilier. Puis sur ce voilier-là, le capitaine a 7 règlements. Puis il y a un règlement particulier que Danny va choisir d'ignorer. Il va écouter
d'autres parties. Il va écouter son cœur plus que sa raison, plus que sa tête, puis il va avoir bien sûr certaines conséquences suite à cette décision-là. Donc, ce que j'aime essayer de montrer un petit peu là-dedans, c'est que justement, quand on est un adolescent et on devient un adulte, une partie d'être un adulte, c'est de faire des choix et de vivre avec les choix qu'on va faire. On est responsable de nos gestes, de nos paroles, de nos actions. Donc, c'est certain que ça, c'est un gros morceau. C'est d'essayer à trouver le bonheur, à trouver comment est-ce qu'on peut être bien dans notre peau. Est-ce que vous voulez Est-ce que que je la continue à régie parler? m'entend? Alors, Pierre-Luc, vraiment désolé, c'est des choses qui arrivent, on sait, parce qu'on commence à être un peu habitué au virtuel. Là, tu nous parlais de ben, la leçon de prendre la responsabilité d'eux. Mais moi, j'ai ressorti un autre aspect que peut-être tu voulais faire ressortir aussi, veut pas, je sais pas. Mais parce que Danny, en fait, il est issu d'un père canadien et d'une mère haïtienne. Et souvent, j'ai l'impression que les métis, ils ont du mal à se définir, en fait. Ils savent pas exactement où est-ce qu'ils sont, de quel bord est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. En effet, puis Danny, c'est comme j'ai dit, c'est un personnage qui se questionne beaucoup, qui a beaucoup d'introspection. Il est partagé par rapport à ses origines. Oui, il y a le côté culturel, mais aussi partagé par rapport à ses relations avec les autres ados, avec la société en général. Il s'est baptisé lui-même Topa, trop ou pas assez, hein, parce qu'il sent qu'il est toujours trop, il est trop intelligent pour être avec la gang de peut-être moins intelligent. Il est pas assez sportif pour être avec la gang de sportifs. Donc, il sait jamais vraiment où il se situe dans tout ça. Donc, pour lui, ça pèse lourd sur ses épaules, puis il essaie tout simplement de trouver euh, comment être juste à point. Puis pour lui, c'est vraiment lorsqu'il sent le bateau qui va tanguer, qu'il sent le vent dans ses cheveux, c'est à ce moment-là qu'il va être à sa place, qu'il va se sentir bien, qu'il se sent moins comme étant un topa, un trop ou pas assez. Et dans tous vos 5 ouvrages-là, y compris ce dernier-là, il y a toujours cette histoire-là en fait, je vais dire, qui nous rapproche des personnages principaux dans le roman. Puis je sais pas comment vous vous asseyez et que vous trouvez des histoires de ce genre-là. L'Odyssée des Neiges, là, c'était exquis. Maintenant, Daniel la dérive, je suis pas mal sûre que ça sera pareil, mais comment vous trouvez vos histoires? Mes idées viennent d'un petit peu partout, c'est évidemment. Ce coup-ci, je suis parti de la notion que je voulais écrire une histoire de voile. Puis ensuite, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je vais ajouter à l'intérieur de ça? Certaines escales colorées dans les Caraïbes, des endroits que j'ai visités moi-même. Donc, mes voyages m'inspirent beaucoup. Puis ensuite, je voulais avoir un personnage différent de tous les autres personnages que j'ai eus dans mes romans. Donc, j'aimais vraiment là, ce côté d'un personnage qui se questionne beaucoup, qui a de l'introspection, qui cherche des façons de montrer qui il est. Il y a toute une histoire aussi de tatouage qui entre en jeu là-dedans. Et puis, c'est vraiment je pense que c'est un passage obligé dans le courant de l'adolescence, là, de se poser des questions, de savoir exactement par quoi est-ce qu'on se définit. Et je pense que d'avoir un ouvrage comme ça peut les aider, en fait, à se dire, OK, je suis peut-être un petit Dany, moi aussi, là. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver? Pas forcément aller sur un voilier, mais en tout cas, de faire comme on peut. En effet, c'est ça, c'est de trouver le bonheur, trouver comment est-ce qu'on peut devenir un adulte utile à la société et bien dans sa peau. Et puis, puisque je vais pas manquer l'occasion de le dire, hier, il y a eu le grand lancement de ce roman-là, Mhm. virtuellement évidemment. Comment ça a été? Ça s'est très bien déroulé. C'est intéressant d'avoir des participants d'un peu partout. Généralement, ce sont surtout des gens de la région d'Ottawa qui viennent au lancement en présentiel. Donc là, c'était plus large. Ça a été très convivial. Nous avons ri beaucoup. Voilà, et puis, on espère te parler pour un autre que je suis sûre que tu prépares. Bonne journée! Merci, bonne journée.
Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour vos adolescents, si vous voulez avoir cet ouvrage-là, ça sera au www.éditiondavid.com. Maintenant, on va parler avec un autre monsieur Bélanger, mais cette fois-ci, il nous vient de Bibliothèque et Archives Canada. Et cette fois-ci, on va parler en fait avec toi de qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez de côté pour les générations futures afin qu'elles puissent comprendre comment nous, on a vécu la pandémie. À quel moment ça a commencé à être important pour Bibliothèque et Archives Canada de garder ces ressources-là? Oui, en effet, dès le début janvier 2020, Bibliothèque et Archives Canada a commencé à travailler avec des partenaires à voir la situation de la pandémie se développait lentement, mais on sentait que ça pourrait être un enjeu qu'on devrait documenter pour les années à venir. Alors, on a commencé à travailler à la capture de l'information qui était sur les sites web, les sites de nouvelles. Au début, juste pour commencer à avoir un peu d'informations sur, ça. Mais dès le mois de février, avec des partenaires canadiens et des partenaires au niveau international, avec un organisme international auquel on est membre fondateur pour la capture d'informations web, on a ressenti que c'était pour être une situation qui aurait un impact, qui serait important à capturer. Donc, on a mis en place une approche plus structurée pour s'assurer de pouvoir documenter, de capturer des nouvelles à travers l'ensemble du Canada et s'assurer de capturer une information qui pourrait peut-être nous être utile dans l'avenir, sachant pas que d'ici le mois de mars, ça devrait Ah, être en jeu, puis que oui. l'information serait très importante pour les années à venir. Et puis moi, puisque je sais que vous êtes directeur général de l'équipe de transition, vous vous occupez de tout ce qui est, on en a déjà parlé, de tout ce qui est préservation des documents et vous invitez souvent même la population à apporter des affaires qui, si elles pensent, en fait, devraient être connues de tout le monde. Je- Concernant la pandémie, je veux juste savoir à quel moment que vous vous êtes dit, OK, ça serait important de documenter ça. Est-ce que c'est au moment où c'est devenu vraiment à un pan international où tous les pays étaient vraiment affectés que vous avez dit, OK, là, c'est le moment de préserver quelque chose? On avait débuté juste un peu avant, sachant que ça serait peut-être important d'avoir cette information-là pour nous donner une perspective de ce qui s'est passé au Canada, parce qu'on entendait déjà un peu la situation. Mais dès que c'est devenu une situation plus importante au mois de mars, on est devenu plus structuré et organisé à capturer l'information. Premièrement, celle qui est rapide et immédiate, c'est l'information sur les sites web, les sites de nouvelles, pour les tweets sur les réseaux sociaux. Donc, chaque jour, on capture de l'information de 1400 sites web, dont 34 qui sont des Chaque sites jour. d'actualité. Ça inclut des journaux, les sites de nouvelles. Dans la région de la capitale nationale, il y a Le Droit, par exemple, qu'on capture quotidiennement. Puis ça nous donne l'information immédiatement sur ce qui se passait, comment la population a réagi, comment les gouvernements ont réagi et ce qui a été mis en place, ce qui va nous aider dans le futur. C'est un peu difficile à trouver les informations sur ce qui s'est passé il y a 100 ans durant la grippe espagnole. Mais on a des informations qui sont ici et là avec la capture numérique. On a beaucoup d'informations. On a déjà près de 8 téraoctets d'informations qui équivaut si vous preniez une photo, ça serait comme si vous aviez déjà pris 2 500 000 photos avec votre caméra depuis le début de la pandémie. Alors, c'est un gros volume d'informations qui doit être géré, mais qui va être disponible sur notre site web dans les prochaines années, immédiatement. On travaille aussi avec les côté bibliothèque et archives. Avec les archives, on va pouvoir documenter ce que le gouvernement a fait pour défendre le pays durant la pandémie et toutes les activités. Ceci prend un peu plus de temps parce que les ministères travaillent en ce moment. Puis dans 5 à 7 ans, ils vont commencer à envoyer l'information aux Bibliothèques et Archives Canada pour le préserver. Mais aussi, on voit aussi avec les maisons d'édition qui vont publier des livres. On voit déjà qu'il y a eu beaucoup de demandes pour les numéros de publication. Donc, dans les prochaines années, on va voir à BAC un nombre assez grandissant de livres qui vont avoir été publiés. Mais la première instance, c'est vraiment le web et tout ce contenu-là qui est immédiat et on peut facilement le capturer. Donc, c'est
c'est un gros volume, puis on est capable de capturer, comme j'ai dit, 722 000 tweets à date, et on capture des hashtags comme #CovidCanada et #COVID19Canada. Comme ça, quand les gens voient une information, que ce soit gouvernementale ou bien des organismes qui supportent les jeunes durant leur période de confinement et d'éducation de la maison. Des fois, ils ont besoin d'aide à distance ou bien ils ont besoin d'un peu de soutien pour le côté santé mentale. Il y a des organismes qui aident à supporter ça, puis on peut retrouver l'information sur les tweets et sur les sites web. Alors, on veut le capturer pour démontrer, dans 100 ans, aux Canadiens qu'est-ce qui a été fait pour supporter les Canadiens durant COVID-19, puis aussi, ça pourrait aider pour une prochaine pandémie à pouvoir s'organiser et répondre plus rapidement. Comme travail là. Et puis parlant de comment est-ce que vous collectez les données, on est à une ère numérique. Je pense que ça c'est un gros avantage pour vous parce que vous pouvez aller chercher plusieurs informations en même temps. Mais moi ma question c'est comment vous arrivez à faire le tri entre le vrai et le faux parce que c'est l'ère numérique et puis on s'entend. Oui, vous travaillez souvent avec les ministères. Là on est correct à ce point-là, mais tout ce qui est numérique comme médias, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, comment vous faites le tri? Oui, et on s'assure de choisir des sites de nouvelles, des sites d'actualité et des sites web qui sont reconnus. Donc, ça peut être, c'est des sites pour des journaux autochtones comme le Anishinaabe News de North Bay, c'est iPolitics, La Presse, Le Devoir, c'est des nouvelles que nous connaissons et qui sont réputées. Les sites web aussi, beaucoup de sites qui sont des sites d'organismes nationaux ou régionaux qui supportent le travail. Donc, ça peut être une association pour les docteurs en Ontario ou bien l'association nationale. Donc, nous nous assurons de capturer les sites web qui sont reconnus et qui ont une réputation pour s'assurer qu'on a l'information qui est importante et valide. Mais avec la capture du tweet, c'est certain qu'on va capturer des informations qui vont quand même nous donner une perspective assez différente de ce qu'on entend des nouvelles quotidiennes comme chez vous, ou Radio-Canada, ou La Presse. Il va y avoir certains qui vont utiliser des hashtags pour... Les hashtags, oui. Qui est peut-être fausse, mais ça va quand même nous donner une perspective. C'est là que les Canadiens vont pouvoir comprendre aussi l'évolution de l'information dans l'ère numérique. Dernière question avant de vous laisser aller, c'est concernant la population. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de partager des témoignages poignants qui pourront aider dans le futur. Est-ce que ça, c'est possible? Il y a différentes options. Souvent, il y a des projets qui sont d'envergure régionale ou municipale pour capturer ça, puis il y en a qui se développent. Ce que je recommande pour les gens aussi, c'est s'ils veulent le mettre sur les médias sociaux, ils peuvent utiliser les hashtags que j'ai mentionnés, #CovidCanada ou #COVID19Canada. Puis nous, on capture ces informations-là sur les médias sociaux, donc ça rentrerait dans les collections qui sont avec Bibliothèque et Archives Canada. Wow. Et puis ça, on sait que ça sera pas disponible pour maintenant parce qu'il faut traiter, il faut ranger, organiser tout ça. Donc, on se dit peut-être dans 5 ans, comme vous l'avez mentionné, 5 à 7 ans pour avoir un beau contenu, c'est ça? J'espère que l'information qui est capturée des sites web sera en ligne avant les prochaines 5 ans, mais nous allons commencer à recevoir l'information des ministères et des donateurs privés dans les prochaines 5 ans, oui. Et puis, ça sera accessible au grand public sur le site web de Bibliothèque et Archives Canada. En grande majorité, oui. Merci beaucoup, Monsieur Bélanger, à vous et à toute votre équipe, parce que je suis pas mal sûre que dans des années à venir, là, ça sera super important le travail que vous faites. Bonne journée. Bienvenue à la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur le travail que Bibliothèque et Archives Canada fait concernant la pandémie en ce moment, vous pouvez visiter le www.bac-lac.gc.ca. Maintenant, on va parler musique avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau qui a vraiment une panoplie de sons à nous faire découvrir. Jean-Paul, j'ai bien hâte. Ben, bonjour Claude André. Allô. Effectivement, la seule chose qu'il faudrait peut-être préciser, en raison de nouvelles dispositions techniques, ça va être très difficile de vous présenter des extraits sonores comme tel, mais je vais en parler bien sûr. Mais la prochaine fois, on va essayer d'avoir des extraits sonores comme ça. On va prendre des cours de chant, Jean-Paul.
Ah ouais, je t'engage. Parfait. Parfait. Alors, donc, le premier des disques qui est sorti et que j'ai trouvé tout simplement fantastique, c'est Sonner l'éveil de Monette. C'est vraiment un auteur, compositeur, interprète. Ça fait 25 ans qu'il est sur la scène franco-ontarienne et c'est un album vraiment intéressant. C'est sa particularité à Monette, c'est vraiment ses arrangements musicaux et particulièrement tout ce qui concerne le saxophone. Il a un saxophoniste extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous invite à vérifier quelque chose. Euh, Durant les vitrines de Contact Ontarois, Monette a présenté bien sûr sa propre vitrine, bien entendu, et à travers ses quelques 3 ou 4 chansons sur 20 minutes à peu près de vitrine, il y avait justement son saxophoniste qui était sur scène avec lui. C'était vraiment hallucinant ce gars-là. Il crée des ambiances extraordinaires sur la prestation et sur les morceaux, bien sûr, et c'est ce qu'on retrouve aussi sur cet album Sonner l'éveil. Bon, c'est un peu du style c'est un vieux de la vieille, si on me pardonnera peut-être de le dire de cette façon-là, mais il a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Et donc, Monette est un peu du style Paul Demers, par exemple, ou Michel Lalonde, Michel Paiement, bon, etc. C'est cette gang-là d'auteurs, compositeurs, interprètes franco-ontariens qui ont beaucoup de métiers et qui ont des choses à dire, bien entendu. Et Monette, justement, se fait un peu comme Steph Paquette aussi, par exemple, se fait un peu le nouveau porte-parole de la francophonie, donc des récriminations et des réclamations francophones, bien sûr, en Ontario. Et il y a 3 pièces que moi, je trouve particulièrement intéressantes sur l'album que je vous ai montré. C'est, pour commencer, Un peuple debout. C'est vraiment très bien écrit. C'est, comment je dirais, c'est un hymne C'est qui est rempli d'histoire, en fait. Puis quand tu regardes absolument le tout à clip fait. vidéo, tu vois l'évolution. Absolument, tout à fait. Je pense que Carole Jolin de l'AFO serait très content d'avoir ça comme thème, comme thème de la francophonie. C'est vraiment une très belle chanson. Donc, Peuple debout, c'est à vérifier. Sonner l'éveil, c'est bien sûr, c'est la pièce titre de l'album. C'est très intéressant aussi. Et une autre que j'ai trouvée particulièrement intéressante aussi, au niveau des harmonies surtout, donc homme, le saxophone, la voix, etc. C'est On part à 9. C'est vraiment très innovateur aussi au niveau du départ de la chanson. On n'entend pas souvent une chanson commencer de cette façon-là. Je ne vous dirai pas laquelle. Je vous invite cependant à aller jeter un coup d'œil ou un coup d'oreille, à aller jeter un coup d'oreille sur cet album de Monette, maintenant qui est disponible un peu partout, bien sûr. Et donc, ça encourage, bien sûr, les auteurs, compositeurs, interprètes de chez nous, mais celui-là, et surveillez très bien le prochain gala Trior, je peux déjà vous le dire. Il est en nomination, bien sûr, pour les Triors, et je suis persuadé qu'il va très bien être reconnu. Je vous le signale en passant. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine en ce qui le concerne, bien sûr. Il est très engagé, je l'ai reçu une fois à l'émission et puis je pense qu'on parlait de ce titre, La Peuple debout, qui devait sortir bientôt. Alors, le deuxième artiste dont on parle, c'est Eloy Fritsch. J'espère que je le prononce bien. Ah, absolument, très bonne prononciation. Je vais t'engager comme interprète. Alors, on va commencer par voir la pochette de l'album. Ça vient tout juste de sortir. C'est un compositeur qui qui est né. C'est très intéressant parce que il est né au Brésil, travaille au Brésil, enregistre ses musiques en Hollande et c'est distribué par une compagnie qui s'appelle Groove Unlimited, qui est vraiment une compagnie de distribution extrêmement importante de musique instrumentale en Europe, un peu comme ECM serait pour le jazz, par exemple, etc. Donc, Eloy Fritsch, Cosmic Light, c'est son nouvel album. C'est très intéressant. Dans cet album, je dirais la caractéristique, c'est vraiment c'est de la musique électronique, il faut quand même pas s'en cacher non plus. C'est pas de la musique zen, ça c'est sûr et certain. C'est de la musique électronique et sa particularité, c'est qu'il utilise énormément l'orgue. Et moi, j'ai, disons, un penchant plutôt très accentué vers l'orgue et tout ce qui est ces sonorités-là. Et il en utilise énormément. Il y a des synthétiseurs là-dedans aussi, bien sûr, mais un peu de guitare aussi, mais surtout l'orgue, il le manipule avec dextérité. C'est vraiment très bien. C'est Et pas les commun. ambiances j'allais dire, les ambiances qu'il veut dégager, c'est surtout, dans ce cas-ci, ça s'appelle Cosmic Light, donc la lumière cosmique.
C'est vraiment une illustration d'un voyage, si je peux dire, que les humains pourraient faire dans l'univers comme tel, qu'on soit vers Mars ou qu'on soit vers la Lune, peu importe. C'est vraiment le passage de la Terre vers les autres espaces. Oui, t'allais dire? Oui, je disais juste que c'était pas commun quand tu me l'as envoyé et que je l'ai écouté, j'étais comme, c'est quoi ça? Je sais que c'est de l'électro. Habituellement, c'est très, ça fait bouger l'électro, mais son électro à lui est assez particulier. Oui, c'est pas de la danse, ça c'est sûr et certain. C'est pas du tout de la danse, mais c'est justement ça. Ça fait partie de cette nouvelle école de musique instrumentale exploratoire, vraiment. Parfois il y a de la rythmique, parfois il y en a pas. Souvent, ce n'est pas de la musique très contemporaine, donc la musique dodécaphonique comme on l'appelle. C'est vraiment donc de la musique quand même qui s'entend extrêmement bien, mais c'est pas de la Ouais, musique de danse, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. ouais, définitivement. On va aller à notre Mhm. troisième artiste, Andréane Mallette. Oui, alors ça, Andréane Mallette, j'étais content qu'elle sorte. D'ailleurs, pour vous resituer, Andréane Mallette, c'est celle qui était la porte-parole du dernier festival de Granby, qui s'est fait de façon virtuelle, d'ailleurs, au mois de mai, si ma mémoire ne me trompe pas, mai-juin. Et donc, c'est elle qui était la porte-parole. Et elle a sorti un nouvel album que je vous présente. L'album s'intitule évidemment Sitka. Sitka, c'est une des villes touristiques principales en Alaska. Elle est allée faire un tour là-bas, elle est tombée amoureuse vraiment, d'après ce qu'elle dit, à tout le moins, de cette place-là et de cet endroit-là. Et donc, elle a décidé de faire une chanson qui s'appelle, entre autres, Alaska sur cet album-ci. Son style, c'est vraiment, c'est l'auteur, le compositeur-interprète qui a fait la tournée Feu de camp. On en a déjà parlé dans cette émission. Et elle poursuit un peu dans cette même veine-là. Elle a gardé vraiment cet aspect original de sa composition. Donc, auteur, compositeur, interprète, un peu style Feu de camp, chanson pas à répondre, mais chanson quand même qui a de la matière. Et Sitka, justement, décrit à la fois le monde un peu sauvage de l'Alaska, en même temps que le monde un peu, comment je dirais, hors des sentiers battus. C'est vraiment un album très, très intéressant. La première pièce, Alaska, est vraiment très, très marquante au niveau des arrangements musicaux. Ce qui est particulier dans la plupart de toutes ces chansons de cet album-là, c'est vraiment, elle part de quelque chose de très lent et ça va toujours vers un crescendo. Ça, c'est vraiment intéressant aussi au niveau de la composition musicale. En tout cas, c'est des albums à visiter. On a un dernier qu'on va garder pour la prochaine Oui. chronique parce que ça, c'est du lourd. J'ai vraiment envie de tout savoir dessus et puis j'ai bien hâte. Merci Alors, beaucoup, Jean-Paul. pas de problème. Merci, Claude. À la prochaine. À la prochaine. Alors, pour vous préparer pour votre week-end, comme Jean-Paul vient de le mentionner, on a parlé de Serge Monette avec son nouvel album Sonner l'éveil que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. On a aussi parlé de Eloy Fritsch avec son premier album sorti en 2021 que vous pouvez aussi trouver sur YouTube et Andréane Mallette qui sortira un nouvel album le 29 janvier. Alors, si vous êtes intéressé, juste allez sur YouTube pour avoir accès à ces artistes-là. Et j'aimerais vous rappeler de vous procurer le nouveau roman de Pierre-Luc Bélanger aux éditions David. Le roman s'intitule Dany à la dérive. Ça sera au www.éditiondavid.com. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et pour demain, on va parler avec Karine Perron de son nouveau roman jeunesse intitulé À l'aube du destin de Florence. On va aussi avoir notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, pour parler de toutes ces astuces et conseils pour nous protéger. Alors, rendez-vous demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, Anna t'en parle, Sylvie Robert et Stéphanie Dessève, on la retrouve. Elle est ancienne chroniqueuse de Nathan parle et aussi la documentatrice de Filles d'un tueur. Soyez là. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.